Je suis resté là, figé, me sentant acculé tandis que ma femme depuis 25 ans m'expliquait pourquoi elle me présentait des papiers de divorce. J'avais du mal à suivre ses paroles qui semblaient se brouiller. Remarquant ma distraction, elle me demanda si j'écoutais vraiment. Je m'excusai, admettant que j'avais décroché un instant. Elle répéta les conditions, claires et non négociables, insistant sur le fait que je garderais la maison, les voitures et chaque centime de nos comptes communs. Elle me pressa de signer, m'assurant que tout serait finalisé en 3 mois. Muet, je repensais à notre vie ensemble. Riley et moi étions côte à côte depuis le lycée, nous avions élevé nos filles jumelles, Alice et Rachel, qui étaient ensuite parties pour l'université Columbia. Nous avions construit une maison douillette dans une banlieue d'Alabama, conduit des Subaru assortis, et Riley avait toujours eu ses propres cartes de crédit et son téléphone. Je ne lui avais jamais rien refusé. J'avais été fidèle, je l'avais toujours traitée avec respect, et elle n'avait jamais exprimé le moindre mécontentement. Cela sortait de nulle part. Peut-être était-ce là le problème. Peut-être avais-je trop tenu pour acquis notre relation. Je sais comment fonctionne un divorce, Riley, parvins-je à dire, mais pourrais-tu au moins me dire pourquoi? Il est sûrement trop tard pour changer les choses, mais j'ai besoin de comprendre. Riley s'affaissa sur une des chaises de la cuisine, manifestement peu désireuse de tout éplucher, espérant que je signerais simplement et laisserais tomber. Allez, Riley, dis-moi quelque chose. Que ai-je fait? Tu n'as rien fait, Brandon. Tu étais parfait. Parfois, j'aurais presque souhaité que tu fasses un faux pas, afin d'avoir une raison de partir, mais tu ne l'as jamais fait. Tu as été un père formidable, tu as travaillé dur pour que les filles fassent leurs études, et tu as toujours assuré ce que je voulais. Tu m'as offert une belle maison. Même mes parents t'adorent. Ne crois pas que ce soit de ta faute, parce que ce ne l'est pas. Riley avait l'air de ne pas avoir vieilli d'un jour de plus de 45 ans, police, cheveux châtain clair coiffés et brillants à la lumière de l'après-midi. Elle faisait du jogging régulièrement, gardant une silhouette tonique et bronzée. Elle s'habillait simplement la plupart des jours mais savait se pomponner quand elle le souhaitait. Riley semblait aussi parfaite que moi, du moins, c'est ce qu'elle avait toujours dit. Mais nous en étions là, et je n'y comprenais rien. Ça ne colle pas, dis-je. Tu ne peux pas évacuer ça comme si de rien n'était. Riley détourna le regard, croisant les bras. Il y a plus que ça, Brandon. Je ne voulais pas te blesser. Laissons-en là. Plus que ça? Riley, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle finit par soutenir mon regard. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est un promoteur immobilier avec un appartement chic surplombant la rivière, et il conduit une BMW rutilante. Il est charmant, prospère, et follement épris de moi. Tu as toujours été, eh bien, un gérant de supermarché, Brandon. Sans dévaloriser ton travail, tu as toujours pourvu à nos besoins, et nous avons vécu confortablement, mais c'était tout ce que tu voulais être, un gérant. Ces mots me blessèrent. J'avais eu la possibilité d'évoluer, de déménager, voire de quitter la ville, mais j'avais refusé pour maintenir la famille unie. Et maintenant, ça? Comment s'appelle-t-il? Elle déglutit avant de répondre. Derek Grant. C'est le PDG de Riverfront Development Group. Depuis combien de temps le vois-tu? 6 mois, dit-elle en se redressant, son regard balayant la cuisine, n'osant pas me regarder jusqu'à ce que ses yeux se posent finalement sur moi. Oui, Brandon, si tu veux vraiment l'entendre, j'ai été avec lui. Je t'ai trompé alors que nous étions encore mariés. Voilà, c'était dit. Je restai silencieux un moment, puis pris les papiers de divorce. Je signai à 3 endroits, paraphai 2 autres, et les lui fis glisser sur la table. Je suppose que Derek te correspond mieux. Désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Alors que je me levais pour partir, Riley appela. Non, Brandon, ce n'est pas ça. Il n'est pas meilleur que toi, juste différent. Ne va pas croire le contraire. Mais j'étais déjà dehors. J'avais été tellement absorbé par le travail, par mes loisirs, que je n'avais pas remarqué que Riley déplaçait ses affaires hors de la maison, petit à petit. Au moment où elle m'avait tendu les papiers, la plupart de ses vêtements et effets personnels avaient disparu, probablement entreposés chez Derek. Elle avait laissé toutes les photos de mariage et de famille, comme pour que je les regarde en son absence. Quand je rentrais ce soir-là, Riley était partie pour de bon. Sa Subaru était toujours garée devant, probablement n'en avait-elle plus besoin. Sur le comptoir de la cuisine,
je trouvais une procuration pour vendre la maison et la voiture. Je passais la nuit à finir les dernières bières du frigo, réalisant que tout était bel et bien fini, et honnêtement, je ne voulais pas revenir en arrière. Riley était sorti de ma vie, et c'était comme ça. Le lendemain matin, j'appelai le travail et pris 3 mois de vacances. Je les avais reportés depuis des années, donc ils n'y virent aucun inconvénient. Entre mes jours de congé et mes arrêts maladie, tout était couvert. Je contactai nos filles à l'université, leur expliquant brièvement que Riley et moi nous séparions, sans entrer dans les détails. Elles voulurent contacter leur mère, mais je n'avais plus son nouveau numéro. Avec 3 mois de liberté devant moi pour faire le point et envisager la suite, je coupai ma ligne fixe, changeai mon numéro de portable et annulai la ligne de Riley. Je fis évaluer sa Subaru, qui ne valait pas grand-chose, mais je m'en occuperai plus tard. Ensuite, j'appelai Max, un vieil ami du lycée, devenu agent immobilier. Il accepta de m'aider à vendre rapidement la maison à un prix honnête. J'annulai toutes les cartes de crédit communes, ouvris de nouveaux comptes bancaires et rachetai certaines polices d'assurance vie. Il était temps de remettre les choses en ordre. Je rassemblai tout ce qui appartenait à Riley, remplissant 3 sacs poubelles. Je mis dans des cartons les affaires des filles et les rangeai soigneusement dans le placard. Pendant 3 heures, je passai au crible les photos de famille, sauvant celles des filles pour elles, mais jetant toutes celles de Riley. C'était peut-être mesquin, mais je m'en fichais. Le principal problème restant était de savoir quoi faire après ces 3 mois. Rester ici ou partir ? Continuer à travailler ou tenter autre chose. J'avais 2 passe-temps qui me permettaient de garder la tête froide, je collectionnais les pièces, surtout les « Indian Head Penny » que j'achetais et revendais sur eBay, et je pratiquais le géocaching. Cela me faisait prendre l'air et faire un peu d'exercice. Riley n'avait jamais aimé sa tique, herbe à poux et marche, pas sa tasse de thé. Quand je n'étais pas plongé dans mes loisirs, je lisais le Wall Street Journal. Chaque Noël, Alice et Rachel renouvelaient mon abonnement. Je n'étais pas vraiment dans les actions ou les obligations, mais je suivais tout ce qui concernait les produits agricoles. Je connaissais plus de choses sur le blé, le maïs et le sucre que la plupart des analystes de marché, mais ce n'était qu'un hobby, je n'y investissais pas. Je m'intéressais à Riverfront Développement et à Derek Grant. Mon ami Max découvrit plus de détails sur le nouveau projet de Derek que je n'aurais pu le faire seul. Il avait même un contact dans une banque locale pour obtenir quelques informations. Les semaines passèrent sans nouvelles de Riley. Les filles appelaient chaque semaine, mais leur mère restait silencieuse. Elle me soutenait, mais elle conservait un lien avec elle. Pendant ce temps, je fis quelques ventes de garage, me débarrassant de ce dont je n'avais pas besoin, ne gardant que le minimum pour que la maison reste présentable. Un dimanche, je repérai une photo de Riley et Derek dans la rubrique mondaine du journal local, assistant à une collecte de fonds avec le gratin de la ville. Quelques semaines plus tard, Max m'appela avec une offre basse pour la maison, bien en dessous de l'estimation, mais avec une clôture en 60 jours, ce qui m'arrangeait. Il mentionna aussi des informations intéressantes sur Derek, me proposant de déjeuner ensemble pour en discuter. Je me dis qu'un peu de changement d'air ne pourrait pas nuire, alors j'acceptai. Ridge était l'endroit idéal pour randonner et faire du géocaching. J'y avais déjà trouvé toutes les caches, mais il restait quelques repères cachés. Ces repères, tiges métalliques, blocs de béton aidaient les géomètres à marquer les limites. Les trouver était comme un petit bonus. Ce jour-là, je décidai de dénicher les derniers repères, armé de mon GPS et de mon détecteur de métaux. Ridge, environ 2000 acres, était géré principalement par l'Alamand Land Trust, fonctionnant grâce aux dons pour préserver le paysage de l'étalement urbain. Un verger et une ferme à proximité affichaient un grand panneau « À vendre », ce qui attira mon attention. Alors que j'approchais du verger, un vieil homme s'approcha, vêtu d'une salopette et d'une casquette John Deere. « Pensez-vous l'acheter ou vous profitez juste de la vue ?» demanda-t-il. Je ris. Si j'avais $1 million, je l'achèterais sans hésiter. Il sourit. Vous pensez que ça se vendra vite ? Il y a quelques intéressés, mais j'attends. J'espère que le Land Trust fera une offre. J'aimerais préserver ces vergers, mais les promoteurs veulent tout raser. Je leur ai même proposé $600 000, mais ils peinent à réunir les fonds. Je hochai la tête. Ce serait vraiment dommage de voir ça développer. Il soupira. Ces promoteurs tournent comme des vautours. L'un d'eux a une option, un certain Derek Grant. Il a déposé $100 000 d'avance, mais s'il ne parvient pas à acheter plus tard, il les perdra.
Une bonne affaire pour moi, mais j'aimerais qu'il échoue. Et si vous ne vendez pas? Demandai-je. Il rit. S'il n'obtient pas cette propriété, tout le projet s'écroule et il perdra des millions. Ça lui rendrait la monnaie de sa pièce. Nous rîmes ensemble, et je partis faire ma randonnée, le nom de Derek tournant dans ma tête. Les repères étaient à environ 1 mile à vol d'oiseau, mais sur cette montagne, cela semblait bien plus long. Trouver les 2 premiers fut simple, des tiges standards. Mais le 3e fut un vrai défi. Il était beaucoup plus ancien, caché sous des couches de débris forestiers. J'y mis du temps et de la persévérance, jusqu'à déterrer un petit monument en briques avec une plaque en bronze, enfoui sous des années de feuilles et de terre. Je pris une photo, pensant que cela pourrait intéresser un magazine local. Puis les choses prirent une tournure inattendue. En m'éloignant du marqueur, mon détecteur émit un léger bip, faible mais indéniable. Je mis mon casque et scannai soigneusement la zone. Quelques minutes de fouilles révélèrent une petite boîte en fer, enveloppée dans une toile huilée. Rouillée mais solide, elle était fermée par un lourd cadenas en bronze. Normalement, lorsqu'on trouve ce genre de choses sur un terrain public, on doit le remettre aux autorités, mais cette fois-ci, je n'en avais pas envie. Je glissai la boîte dans mon sac et rentrai chez moi, la curiosité me rongeant. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel trésor elle contenait, des pièces d'or, des documents de la guerre de sécession. Les possibilités étaient infinies, limitées seulement par la petite taille de la boîte. Une fois chez moi, je nettoyai la table de la cuisine pour inspecter ma trouvaille. Réticent à briser le cadenas, je n'eus finalement pas d'autre choix que d'utiliser une pince coupante. À l'intérieur, sous une dernière couche de toile huilée, il y avait une douzaine de pennies, des larges 100, datant de 1793, tous en remarquable état, sans corrosion. Bien que je préfère les Indian Head Penny, je me rappelais d'un vieux livre laissé par mon grand-père, intitulé Les mystères du penny, qui décrivait les différents types et qualités de large 100. Autrefois, je l'avais trouvé ennuyeux, n'ayant aucune de ces pièces. Ce soir, il allait enfin servir. Je passai la nuit à les comparer avec une loupe, consulter le livre en détail, et scanner chaque pièce. Après quelques heures de sommeil, je me réveillai encore plein d'excitation. J'appelai le boulot et appris que Stephen Wallace, un cadre, s'était enquis de moi, mais je n'y prêtais pas attention. J'avais plus urgent à faire. Ma première tâche fut de louer un coffre-fort à la banque. Après des heures de recherche en ligne, je réalisai que mes pennies n'étaient pas que vieux, ils étaient rares, avec une valeur pouvant atteindre des millions, grâce à leur état et leurs caractéristiques. Je commençais à comprendre pourquoi certains se donnaient tant de mal pour blanchir de l'argent. Convertir ces pièces en liquide ne serait pas simple. Pendant mon petit déjeuner chez Yop, je jetai un œil au journal, voyant encore une photo de Riley avec Derek, cette fois à une inauguration de galerie d'art. Cela me rappela ma prochaine démarche. Une fois mon coffre-fort en place, je contactai John Smart, lui demandant de retarder toute transaction immobilière de quelques jours. Il accepta. Je contactai ensuite le Land Trust local pour explorer une éventuelle donation, et ils se montrèrent enthousiastes. Avec le divorce finalisé dans un mois, je ressentais l'urgence d'agir. Je passai le reste de la journée à chercher des négociants en pièces de monnaie et des maisons de vente aux enchères réputées. Finalement, je choisis Adams & Burns à New York, réputés pour gérer des transactions discrètes. Je pris rendez-vous pour lundi après-midi, prévoyant un déjeuner avec mes filles ce matin-là. En arrivant chez Adams & Burns, je fus frappé par l'ambiance moderne et sophistiquée. Après avoir donné mon nom, on me conduisit dans un espace privé. Bienvenue à New York, Monsieur Atkinson. On m'a dit que vous aviez des pièces intéressantes, c'est votre première fois dans la ville. Lança Léo Adams, le propriétaire, que je reconnus grâce à ses publicités. Il avait l'air un peu plus vieux en vrai. Je m'assis en face de lui. Mes filles étudient à Columbia, je suis déjà venu, mais jamais pour affaires. Je suppose que vous connaissez votre domaine, mais avez-vous un spécialiste en pièces de cuivre anciennes? Cela pourrait aider. Léo hocha la tête et appuya sur l'interphone. Mark, tu peux faire venir Smith? Mark Smith, célèbre pour ses guides sur les larges 100, nous rejoignit. Il paraissait plus âgé que sur ses photos, mais restait alerte. J'ai 12 pièces à vendre, expliquai-je. J'aimerais en vendre 4 aujourd'hui et en garder une en réserve. Pour les autres, on verra. 6 d'entre elles pourraient prétendre à une note de qualité exceptionnelle. Je vous laisse en juger.
D'où viennent ces pièces ? Demanda Léo. Un cadeau de mon grand-père à son décès, répondis-je, restant évasif. Léo parut sceptique, mais acquiesça. Puis-je les voir ? Je sortis des photos agrandies de 4 pièces, recto verso. Léo et Marc les examinèrent minutieusement. À quel prix les proposez-vous ? Demanda Léo après un long silence. 1 million ne serait pas exagéré, vu leur rareté, répondis-je, me souvenant des chiffres de vente récentes. Je dirais 800 000 $ pour l'ensemble, contre-proposa Léo. Mais il y a une condition. Quelle condition ? Je sortis de mon sac une lettre du Land Trust et un prospectus pour la vente du verger de John Smart. J'aimerais que vous achetiez ce terrain et le donniez à l'Alamand Land Trust. Il est à 600 000 $. Vous aurez une belle déduction fiscale et du bon karma en prime. Léo et Marc échangèrent un regard, discutèrent à voix basse, puis Marc quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, Léo demanda. Vous avez les pièces sur vous ? Je hochai la tête. Et une 5e que j'aimerais garder dans le lot. Marc revint avec un sac étiqueté « Crown Royal » contenant près d'une centaine de pièces, surtout en or, quelques-unes en argent. On est d'accord, dit-il, à condition que vous respectiez l'accord sur le terrain. Après une pause, je remis les 4 pièces, et nous nous serrâmes la main. Et cette 5e pièce ? Demanda Léo. Je lui montrai la photo d'un penny de 1793, Strawberry 100, en état impeccable, l'une des plus belles que j'ai vues. Léo et Marc furent visiblement intrigués. Un café, Monsieur Atkinson ? Demanda Adélaïde Lingley, une femme saisissante qui venait d'entrer. Noir, merci. Elle et Léo quittèrent la pièce, revenant 30 minutes plus tard. Adélaïde se présenta et me demanda si j'avais un passeport. En confirmant, elle expliqua que nous prendrions l'avion pour ouvrir un compte offshore. Elle me demanda de lui confier le « Strawberry 100 » que Léo examina avec excitation avant de quitter la pièce. Bientôt, Adélaïde et moi nous retrouvâmes en avion, direction les îles Caïmans. En première classe, une première pour moi. Adélaïde, avec son style élégant et sûr, attirait les regards. À l'atterrissage, je notai avec surprise sa facilité à conduire un SUV jaune, sur d'elle. Après un court trajet, nous arrivâmes dans un complexe de copropriété de taille moyenne dont elle possédait tout l'immeuble, mais habitait le dernier étage. Sur un petit balcon avec vue sur l'océan, elle me regarda, souriante. « Vous ne parlez pas beaucoup, monsieur Atkinson. » « Aucune question ? » Je ris, me sentant étrangement à l'aise. « Je suis juste surpris de voir quelqu'un comme vous boire de la bière à la bouteille. Je vous imaginais plutôt au champagne. » Elle rit. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi nous sommes venus jusqu'ici ouvrir un compte ? C'est simple, c'est sécurisé, et ça vous sera utile. » De retour à l'intérieur, je ressentais une certaine camaraderie avec elle. « Vous savez, monsieur Atkinson, je vous ai amené ici juste pour être moi-même pendant quelques jours, avoua-t-elle. Sa remarque me déconcerta, mais nous rîmes tous les deux. Croyez-moi, dis-je en plaisantant, un vieux bonhomme ne vous sera pas d'une grande aide. Allons chercher des homards frais pour le dîner, proposa-t-elle, souriante, en ouvrant la porte. Le restaurant était remarquable, bien que le vin ne me convînt pas. Elle le remarqua, me demandant si je n'aimais pas le vin. Juste un mauvais souvenir de vin blanc bon marché quand j'étais jeune, expliquai-je. Plus tard, autour d'une tarte au citron vert et de café, elle se montra curieuse. Parlez-moi de vous, monsieur Atkinson. Marié, des enfants ? Je ris. J'ai 2 filles qui étudient à Columbia. Elles sont dans quelque chose lié à la finance internationale. Moi, je paie la note, c'est tout. J'haussai les épaules, un peu gêné. Intéressant, répondit-elle pensive. J'ai moi-même un master de Columbia et j'y donne parfois des conférences. Je crois avoir déjà rencontré vos filles. Oh, vous les avez vues aujourd'hui ? Demandai-je. Nous avons déjeuné ensemble, dit-elle. Elles n'aiment pas quand je leur fais manquer un cours, plaisantai-je. Vous avez dû vous marier jeune, si vous avez 2 filles à l'université, observa-t-elle. C'est vrai, ça sonne comme un cliché, admis-je. Assis avec cette femme fascinante, je me sentais capable de parler pendant des heures. Je lui expliquai être en instance de séparation. Dire « séparé » à voix haute était encore étrange. Ma femme m'a quitté pour un homme flashy, probablement un constructeur de centres commerciaux. Elle s'en va,
et le divorce sera final dans environ 4 semaines. C'est une raison bien maigre pour briser un bon mariage, dit-elle, avec une pointe de sympathie. C'est ce que je me suis dit. Pendant des années, j'ai cru que nous étions heureux, mais elle n'a jamais vraiment accepté ma carrière. J'ai eu des opportunités d'avancer, mais j'ai toujours renoncé pour le bien de la famille. Et maintenant, me voilà. Et vous, d'où venez-vous ? Demandai-je, changeant de sujet. Il y eut une courte pause. Ce n'est pas tous les jours qu'on avoue à une femme belle et accomplie qu'on gère un supermarché, pensai-je, et elle dut le percevoir. Ce n'est pas grave, rassura-t-elle. On en parlera plus tard. Non, c'est bon. Je n'ai pas honte de mon travail, répondis-je. Gérer un supermarché ne sonne pas très glamour, mais mes filles n'y voient aucun problème. Ma femme, en revanche, évitait souvent ce détail. Elle me regarda, pensive. Trouvez-vous de la satisfaction ? Le serveur arriva avec du café, débarrassant la table. Oui, assez, répondis-je avec une fierté discrète. Monsieur Atkinson, je sais que nous venons de nous rencontrer, mais la première impression compte. Quelle est votre impression de moi ? Demanda-t-elle. Sa question me mit dans une situation délicate. Être honnête ou la flatter ? Eh bien, je dirais que vous êtes intelligente, sûre de vous, et très belle, cultivée aussi. Elle sourit, inclinant légèrement la tête, me regardant sous ses cils. J'espérais quelque chose de sincère, avoua-t-elle. Désolé si ce n'était pas suffisant, je ne voulais pas gâcher la soirée, répondis-je. Vous avez une si basse opinion de moi, répliqua-t-elle, soudain sérieuse. Peut-être est-ce pour ça que votre femme est partie. Si vous n'aviez pas toujours essayé de la satisfaire, votre mariage aurait été plus fort. Ces mots me piquèrent, mais je dus admettre qu'ils n'étaient pas totalement faux. Vous savez user de votre charme. Vous avez un don pour obtenir ce que vous voulez et n'aimez pas qu'on vous dise non. Vous avez l'habitude du succès et vous vous sentez peut-être un peu trop sûr de vous. Je sens que vous savez manier les finances. Et si vous n'étiez pas si déterminé à prouver que vous valez autant qu'un homme, vous feriez peut-être une bonne mère, ajoutai-je, piqué au vif. Elle me regarda en silence, puis un léger sourire apparut. Vous pensez vraiment que je ferai une bonne mère ? Demanda-t-elle, le ton adouci. Sur la route de retour à son condo, la tension s'était dissipée. Cette nuit fut calme, chacun dans sa chambre, ce qui était sans doute mieux. Je ne m'attendais à rien d'autre. Le lendemain, je trouvai le petit déjeuner prêt, ainsi qu'un exemplaire du Wall Street Journal. Sur le balcon, le vent s'était calmé. 20 minutes plus tard, Adélaïde me rejoignit, prit une section du journal, et nous restâmes là, en silence confortable, lisant et buvant du café comme si c'était une routine partagée depuis toujours. Mon téléphone ne fonctionne pas ici, et je voulais appeler mes filles, dis-je. Adélaïde me tendit le sien. J'appelai Alice, lui demandant où elle était, si tout allait bien. Elle était aussi aux îles Caïmans, chez une amie, et utilisait le téléphone de celle-ci. J'évoquai que je l'avais vue à la télé embarquant avec Adélaïde Linglet, et je me demandais ce qui se passait. Alice resta imperturbable, expliquant qu'Adélaïde était l'amie en question et se demanda pourquoi c'était si important. À ce moment, Adélaïde passa avec le plateau du petit déjeuner. Je présentai Adélaïde à Alice, disant que c'était ma fille. Quand Alice réalisa à qui elle parlait, je l'entendis murmurer avec Rachel. Adélaïde prit le téléphone. « Salut Alice, c'est Adélaïde. Ton père m'a parlé de toi et de ta sœur. Je serai à New York demain et j'adorerais déjeuner avec vous deux. » Rendant le téléphone, Adélaïde rit. « Ta fille a dit au revoir. On déjeune avec elle demain. Je ferai de mon mieux pour ne pas jouer les requins. » Plus tard dans la matinée, nous visitâmes la Banque fédérale des îles Caïmans, où Adélaïde m'aida à ouvrir mon premier compte offshore. Quelques instants plus tard, je vis le solde d'1 million de dollars transféré depuis Adams & Burns. Un prix juste pour 215 pennies modestes. Après, Adélaïde organisa une sortie pour nourrir des raimentas. Au dîner, je lui demandai son travail chez Adams & Burns, et elle me révéla posséder 60% de l'entreprise. Que devrais-je savoir d'autre sur vous ? Demandai-je, un peu embarrassé de mon ignorance. Elle sourit. Je suis né à Londres, mon père est libanais, ma mère turque. J'ai un MBA de Columbia. J'ai été fiancée 2 fois, mais pas de relation sérieuse depuis 3 ans. Je me montre prudente avec les hommes qui s'intéressent à moi.
C'est dommage, dis-je, ressentant une pointe de sympathie. Ça signifie que vous ne me faites pas confiance. Je la taquinai, et elle rit. Je n'ai pas le choix, non, fit-elle, amusée. Je m'excusai d'avoir rendu les choses maladroites, mais elle balaya mes excuses d'un geste. Ne vous inquiétez pas. Nous avons une fête ce soir, gardez les sujets sérieux pour plus tard. La soirée nous mena à un cocktail dans un hôtel chic, où Adélaïde fut traitée comme une reine. Moi, je me sentais comme un intrus dans ma tenue new-yorkaise décontractée. Adélaïde resta d'abord à mes côtés, puis je l'encourageai à aller socialiser. Elle partit, mais gardait un œil sur moi. Je me retrouvai à discuter avec deux Argentins, éleveurs de bétail. Nous parlâmes de football, de pêche, puis l'un, Paulino Jordan, mentionna son projet d'investir dans le blé d'hiver. Je n'avais aucune idée de quoi répondre. Il insista, me voyant perplexe, jusqu'à ce qu'Adélaïde vienne à ma rescousse, m'éloignant de la conversation trop pointue. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle. « Oh, juste des discussions sur la nourriture et l'épicerie », plaisantai-je, reconnaissant. Le lendemain matin, nous repartîmes pour New York, où Adélaïde fut accueillie par quelques photographes. Un coursier d'Adams et Burns me remit un paquet contenant mes pièces. Après avoir dit au revoir à Adélaïde, je pris le train pour Huntsville. À mon retour, le divorce et la vente de la maison avançaient sans encombre. Stephen Wallace m'avait laissé plusieurs messages, m'invitant à envisager un poste au siège à New York. Cette fois, j'acceptai. John Smart m'appela aussi, voulant déjeuner. Au travail, je vidai mon casier, faisant mes adieux aux collègues. En feuilletant le journal, je vis une photo de Derek et Riley à un barbecue politique local, semblant le couple parfait. Avec quelques semaines avant mon départ, je passais une journée entière à organiser et mettre en vente les pièces rapportées de New York sur eBay, espérant une vente sans souci. Tous les paiements allaient sur mon compte PayPal, puis vers mon compte offshore. Le week-end libre, je pris une pause. Le déjeuner de vendredi avec John fut productif. Il était content que Derek soit impliqué dans l'affaire du terrain, moins ravi que je n'en tire pas plus de profit. En partant, il me remit l'acte de propriété de 5 acres en périphérie, une sorte de récompense pour mon altruisme. À peine avais-je quitté John que mon téléphone sonna. Alice et Rachel atterrissaient à Nashville dans 2 heures, j'avais juste le temps d'y aller. Elles avaient choisi Nashville pour économiser sur le billet. À leur arrivée, Alice était impatiente de raconter sa dernière aventure, un amphithéâtre bondé, plus de 300 étudiants, un cours avancé de finance d'entreprise. En plein milieu, le professeur avait présenté Adélaïde, qui entra, fit un exposé de 10 minutes et invita quelques étudiants à déjeuner, dont mes filles. « Qu'en avez-vous pensé » demandai-je sur la route. « Elle est incroyable, papa. »« Comment as-tu rencontré quelqu'un comme elle » s'exclama Alice, encore ébahie. Elle a mentionné avoir besoin d'un assistant personnel, et j'étais disponible, plaisantai-je. « Papa, c'est pas drôle, sois sérieux, gronda Rachel. « D'accord, d'accord. Qu'avez-vous discuté au déjeuner » Elle s'intéressait à nos cours, répondit Rachel en riant, et elle n'arrêtait pas de parler de toi, papa. On dirait qu'elle est plus qu'intéressée par une simple amitié, ajouta Alice avec un sourire malin. Mais pourquoi toi, papa demanda Rachel, perplexe. Elle pourrait avoir n'importe qui. Exact, même maman ne te comprenait pas toujours, ajouta Alice, plus réfléchie. La tension monta un peu. Je ne voulais pas rabaisser leur mère. Je m'excusai, clarifiant que leur mère était une personne formidable. Elles comprirent. Nous roulâmes en silence un moment. Le téléphone de Rachel sonna alors que nous passions en Alabama. Oui, on est arrivé il y a environ 1 heure. C'est une super nouvelle. Je lui dirai, merci d'avoir appelé, bye. Rachel raccrocha, toute souriante, faisant un signe discret à Alice. Quoi ? demandai-je. Rachel se pencha. Devine, papa, Adélaïde vient à Huntsville mardi. Elle veut que tu l'héberges et s'attend à un petit déjeuner au lit. Un mélange de flatterie et de pression m'envahit. Le week-end avec les filles fut détendu. Elles passèrent le samedi après-midi chez leur mère, mais Derek n'était pas là. Je leur demandai de ne pas mentionner la visite d'Adélaïde. Elles promirent d'être discrètes. Nous triâmes leurs affaires, et quand il fut temps de repartir, tout était en ordre. En les reconduisant à Nashville,
elles me firent promettre de rester dans les bonnes grâces d'Adélaïde. Ne l'énerve pas, papa, c'est simple, plaisanta Alice. Elles étaient heureuses de mon déménagement à New York, mais j'ignorais encore pourquoi Adélaïde s'intéressait à moi. Je n'avais même pas un costume élégant. De retour chez moi, je me posais avec une bière et le journal du dimanche. Pas de nouvelles photos de Riley et Derek, heureusement, mais une brève note sur Riverfront Développement, en difficulté financière. Les futurs sur le blé d'hiver s'effondraient, ce qui piqua ma curiosité. J'appelai Max, l'invitant à passer. Devant quelques bières, nous parlâmes de Derek. Il avait un passé douteux, du va-et-vient entre richesse et dette, laissant créanciers et amis dans l'embarras. Son dernier projet vacillait, ses bailleurs se retirant. Boire cette bière n'en était que plus savoureux. Le lundi fut encore meilleur, les pièces mises aux enchères dépassèrent mes espérances. Elles valaient peut-être 300 000 $, je comptais sur 200 000 $, mais la vente dépassa mes prévisions. Il était étrange de penser qu'il y a 3 mois, tout cela aurait été un cauchemar, alors que désormais, l'avenir me semblait prometteur. Les acheteurs de la maison avaient bouclé leur financement, tout allait bien. Je me surpris à penser à quelle facilité Riley avait eu à passer à Derek, laissant derrière nous années de mariage et souvenirs. Réalisait-elle la précarité de sa nouvelle situation? L'après-midi, je rencontrai les acheteurs. Ils me remirent un chèque de 200 000 $ que je déposai sur mon compte offshore. Ils acceptèrent que je reste une semaine de plus, parfait pour tout le monde. Le lendemain matin, avant mon premier café, je reçus un appel anonyme. Adélaïde arrivait à 10h44 par le vol Delta 724. J'arrivais 30 minutes en avance, nerveux. Les paparazzis locaux étaient là. Adélaïde, au lieu d'attendre, marcha à mes côtés, attirant leur attention. Ils notèrent sûrement mon numéro de plaque. Adieu la discrétion. Chez moi, la maison était presque vide, j'avais tout vendu. Je m'excusais du manque de confort, mais Adélaïde trouva la situation amusante. Rien à manger, nous passâmes chez Taco Bell, son choix. Je promis des côtes de chez Dreamland pour le dîner. J'étais surpris qu'elle ne fasse pas la fine bouche. Pourquoi êtes-vous là, Adélaïde? Vous devriez être retournée à votre vie, non? Demandai-je, perplexe. Elle rit, expliquant qu'elle venait à la fois pour affaires. Elle avait entendu parler de mon déménagement à New York et offrit de m'héberger dans sa chambre d'amis pendant ma période d'installation, allant jusqu'à commander un camion de déménagement. Je la soupçonnais de connivence avec mes filles, mais admis que je n'étais pas difficile à cerner. Son offre me surprit par sa générosité, je n'avais pas de raison de refuser. Nous commençâmes à emballer mes affaires. Adélaïde semblait parfaitement à l'aise, triant avec moi. Rien de la femme d'affaires sophistiquée que j'avais imaginée. Je restais conscient de la différence d'âge, elle était exigeante sur ma garde-robe, refusant mes vieilles fringues, promettant une séance shopping à New York. Quand nous eûmes fini, il restait plus de cartons que ma voiture ne pouvait transporter, mais pas assez pour un gros camion. Je mis de côté mon ordinateur portable et une petite imprimante pour suivre mes ventes eBay. Sur le point de dîner, une camionnette de livraison s'arrêta devant la maison. Le livreur, élégant, s'approcha. « Vous êtes Brandon Atkinson? J'ai une livraison pour vous. Où la mettre? » Dans le garage, indiquai-je l'emplacement vide où se trouvait la Subaru de Riley. Adélaïde, la main sur la bouche, mourait d'envie de rire. 5 minutes plus tard, je me trouvais face à une superbe voiture de sport orange, garée à côté de ma vieille Subaru. « C'est quoi ça? » demandai-je, abasourdi. Le livreur, souriant, répondit. « Une Lamborghini Gallardo Spider 2028 Superleggera. » Magnifique, non? Adélaïde éclata de rire, discrètement, ravie de ma confusion. Je signai le bon, regardant le livreur s'éloigner. « Qu'est-ce que je vais faire de ça? » soupirai-je. Adélaïde, toujours hilare, trouva ça très amusant. Je n'avais aucune intention de garder cette voiture tapa accent grave l'œil. Nous partîmes chercher des côtes, 2 bières, et je lui demandai ce qui se tramait. Paulino adore le blé d'hiver, expliqua-t-elle. Tout le monde pensait qu'il était fou quand les prix s'écroulaient, mais il a doublé sa mise. En une semaine, il a gagné 40 millions. Il est ravi et veut te remercier de l'avoir amené à cette soirée. Il a pensé que tu accepterais plus facilement un cadeau matériel qu'en argent. Tant mieux pour Paulino. J'enverrai la voiture demain,
répondis-je, secouant la tête. Elle rit. Il s'attendait à ce que tu la refuses. Donne-lui juste ton accord, il ne s'offusquera pas. Nous ajoutâmes un peu de bière pour contrer le tabasco. Je me sentais bien, si bien que je ne voulais pas que la soirée se termine. Dans de tels moments, j'enviais les séducteurs sur deux. Moi, j'aurais été content d'un simple baiser. Finalement, nous rentrâmes. Le lendemain matin fut encore meilleur. Adélaïde me surprit en me prenant la main, m'entraînant dans la chambre. En gentleman, je pris soin de ses besoins d'abord, et ce fut la meilleure nuit de ma vie, protégée du monde extérieur. Le lendemain matin, petit déjeuner simple, jus, café et une pâtisserie. Désolé, c'est tout ce que j'ai, m'excusai-je. C'est parfait, assura-t-elle, bien que manger sur un plateau au lit soit inconfortable. Après quelques rires, nous finîmes dans la cuisine. Le petit déjeuner au lit semble plus chic que ça ne l'est, plaisantai-je. Ne t'en fais pas, répondit-elle, mais dis-moi, pourquoi moi? Tu crois que je n'ai pas mieux à attendre? Je la regardai, sérieux. Pourquoi moi, Adélaïde? Je n'ai pas grand-chose à offrir, et tu mérites le meilleur. Elle me fixa. J'en ai assez des beaux parleurs. Je ne tomberai plus dans ce piège. Donc tu es avec moi parce que je ne suis ni un frimeur ni un idiot? Plaisantai-je. Elle rit. En fait, j'ai été impressionné par l'accord que tu as passé avec Léo à New York. J'ai juste vendu quelques pièces, protestai-je. Non, c'était plus que ça. Tu as profité d'une situation unique pour obtenir une réserve foncière protégée. C'était astucieux. Moi, philanthrope? Non, j'ai juste saisi l'occasion de coincer le nouveau mec de ma femme, admis-je en riant. Adélaïde sourit, impressionnée. Elle était intelligente et perspicace, plus qu'elle ne l'avait montré. Elle quitta plus tôt que prévu, ayant un vol matin. Lui dire au revoir fut plus dur que prévu, mais elle me laissa un sentiment de contentement et la clé de son appartement. Le concessionnaire ne pouvait reprendre la Lamborghini que le lendemain, pas grave. Les déménageurs arrivèrent avec un petit camion pour New York. Juste avant de partir, Max m'appela avec une mauvaise nouvelle, Riverfront Développement était en train de s'effondrer financièrement, Derek avait perdu ses soutiens, et des rumeurs de fonds manquants circulaient. Ce soir-là, Riley passa à l'improviste. « À quoi dois-je cet honneur ?» demandai-je. « J'ai besoin de parler de quelques trucs, répondit-elle. Je pars dans quelques jours, mais je peux aider, dis-je. Elle remarqua l'absence de la Subaru et la présence de la Lamborghini. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. J'ai rendu la Subaru au concessionnaire après que tu aies dit ne pas la vouloir, expliquai-je. La voiture orange? Un cadeau que je renvoie demain. Elle sembla déconcertée. Elle suggéra que c'était un cadeau de ma nouvelle petite amie. Non, c'est un cadeau d'un éleveur de bétail, rectifiai-je. Son expression changea, et elle hésita. À propos de l'argent de la vente de la maison. Tout est parti, dis-je simplement. Tu n'en voulais pas, alors je l'ai utilisé pour m'installer à New York. Riley eut l'air perplexe, mais n'insista pas. Quand elle demanda où je vivrais, je mentionnai un nouveau poste à New York, avec une augmentation. Pas besoin de dire que je logerais chez Adélaïde ou que j'avais un compte offshore. Et toi, où vis-tu maintenant? Demandai-je. Au Holiday Inn, en attendant que Derek nous trouve un logement, répondit-elle. Je compris pourquoi Riley voulait revenir. Elle était déstabilisée. Autre chose, Riley? Elle hésita encore, avant de demander. Tu peux me déposer au Holiday Inn? Le trajet fut silencieux. Elle reparla d'Adélaïde. Parle-moi d'elle. Pas vraiment une petite amie, plutôt une partenaire d'affaires, minimisai-je. Quel genre d'affaires? Insista-t-elle. Pas ce genre-là. Je reste gérant de supermarché, Riley. Elle regarda par la fenêtre, marmonnant. J'aurais pu lui reprocher la souffrance qu'elle m'avait causée, mais je me tus, souriant intérieurement. Un brin de regret me traversa. Devant l'hôtel, elle partit sans un au revoir. Je ressentis un mélange étrange de satisfaction et de regret. Le jeudi matin, les papiers finaux du divorce arrivèrent plus tôt que prévu. Aucune plainte. Le journal de Huntsville publia une photo d'Adélaïde à l'aéroport. Le Holiday Inn fournissant le journal gratuitement, Riley la verrait certainement au petit déjeuner.
Je vidai mon coffre à la banque, préparant la suite. Mes pièces restantes formaient une bonne sécurité. Adélaïde n'avait jamais abordé le sujet, nos discussions étaient restées légères. J'examinais les résultats des enchères. La plupart des pièces se vendirent à d'excellents prix. Je passai la journée à les emballer pour les expédier, visant midi le vendredi. Les acheteurs douteux attendraient samedi, quand je prendrais la route. La plus grande partie de l'argent de PayPal fut transférée sur mon compte offshore, je gardai un peu en réserve. Je me sentais prêt pour un achat impulsif, qui sait. Alors que je me préparais à partir, les nouveaux propriétaires entrèrent, finalisant un accord gagnant-gagnant. Le trajet vers le nord prendrait environ 12 heures. Adélaïde m'attendait à l'appartement, promettant un dîner fait maison. Je souris, me demandant si elle cuisinerait vraiment elle-même. En traversant la Virginie sur l'Interstate 81, mon téléphone sonna. C'était Alice. Il s'avérait que Derek avait quitté la ville, abandonnant Riley sans voiture et sans logement. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.